Vous écoutez Les Procès de l'Histoire, épisode 5. L'affaire du duc d'Enghien. Deuxième partie. Dans la journée du 13 mars, j'ai été prévenue de mouvements de troupes suspects dans la ville française de Rhinau, toute proche. Marquise de Rohan-Rochefort, maîtresse du duc d'Enghien. Louis-Antoine était à la chasse. Dès qu'il est rentré, je l'ai supplié de prendre des mesures et de quitter Ettenheim. Il fallait qu'il parte vite, à Fribourg, à Bâle, n'importe où. S'éloigner du Rhin à tout prix. Dans la soirée, j'ai fini par me laisser fléchir. Duc d'Enghien, royaliste et retraité de l'armée de Condé. Mais j'étais fatigué par cette journée de chasse. J'étais mort de faim. J'ai donc décidé de remettre au lendemain notre départ. Je me suis attablé avec quelques amis. Avant d'aller me coucher, nous n'étions plus à quelques heures près. Si, justement, c'est une question d'heures. En pleine nuit, vers 4 heures du matin, la maison est cernée par un détachement de plus de 200 hommes. Quand on parle de l'enlèvement du prince, c'est une armée de près d'1 millier d'hommes. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre Le duc d'Enghien. Avec de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et même des gens pour faire un siège. Mes amis m'ont réveillé en m'informant que la cour était remplie de soldats, que quelques-uns étaient occupés à escalader les portes cochères. Je suis allé vers l'issue secrète de la maison, mais la clé n'y était plus. Nous prîmes tous un fusil. Et il a tenté de résister, mais très vite il s'est rendu compte que cela allait amener le carnage chez ses fidèles, et il s'est rendu. Une fenêtre d'une chambre de domestique donne sur une ruelle discrète d'où il aurait pu fuir. Hélas. J'ai répugné à l'idée de me sauver. J'ai voulu que nous combattions jusqu'à la dernière extrémité. Mais mes hommes m'en ont dissuadé. La cause était perdue. Le rapport de force trop inégal. C'est fait. Le duc d'Enghien, prince de Bourbon, est arrêté. Sa maison est fouillée, ses papiers sont réquisitionnés. Et il l'emmène à Strasbourg, où là, ils ont ordre, au bout de, je crois qu'il est resté 48 heures ou 3 jours à Strasbourg, de l'amener à Paris sous un faux nom. Florence de Baudius, historienne et auteure du livre Le sang du prince. Grâce au télégraphe de Chappe, le premier consul est très vite au courant des résultats de l'opération. L'enlèvement du prince a été correctement effectué, mais l'enquête sur place tente à démontrer qu'il n'a participé à aucun complot contre Bonaparte. Il n'est pas le prince de la conspiration Cadoudal. On doit examiner les papiers que l'on m'a pris et qui ont été cachetés sur le champ, avec mon propre cachet, en ma présence. Duc d'Enghien, royaliste et retraité de l'armée de Condé. On me dit que l'on envoie tout cela à Paris. L'on m'affirme que sur la foi de ces papiers, je serai libre sous peu de temps. Le duc n'avait aucune connaissance de la conspiration de Cadoudal. Il ne se serait jamais mêlé à eux. Marquise de Rohan-Rochefort, maîtresse du duc d'Enghien. Et je savais qu'on ne trouverait rien dans sa correspondance. Rien dans les lettres sur un quelconque complot. Mais l'essentiel est là pour Bonaparte. Des lettres adressées à sa famille où il affirme vouloir reprendre les armes pour restaurer la monarchie. Je reconnais avoir entretenu une correspondance avec les membres de ma famille. Avec le prince de Condé, mon grand-père. Mais n'est-ce pas naturel entre membres d'une même famille? Je nie toute relation avec Cadoudal, Dumouriez ou ce Pichegru. Je reconnais volontiers avoir pris les armes, mais non contre la France, mais contre la Révolution qui a renversé le trône. Tout cela est connu. Des lettres indiquent aussi que le duc d'Enghien a pris contact avec les Anglais. Cela aussi, je le reconnais. J'ai offert mes services à l'Angleterre. Celle-ci les a refusés. Mais elle devait me solliciter sous peu afin de jouer un rôle important sur le Rhin. Ceci explique ma présence dans le Grand-Duché de Bade. Bonaparte sait tout cela. C'est vrai. Bonaparte le sait. Et c'est parce qu'il le sait qu'il ne veut plus transiger. Bonaparte d'un côté, d'Enghien de l'autre, 2 hommes, tels 2 faces d'une même médaille. À leur façon, tous 2 enfants de la Révolution, même âge,
l'un comme l'autre militaires courageux et émérites, et pouvant l'un comme l'autre briguer une couronne en France. Ma naissance, mon opinion, me font à jamais l'ennemi du gouvernement actuel de la France. Mais me croire capable de complot et d'assassinat est pour moi une insulte. Je ne fais pas, moi, la guerre en frac. C'est à la tête d'une armée que doit rentrer en France un Bourbon. Les Bourbons, pourquoi les laisserais-je me menacer par-delà les frontières? Avec l'argent anglais qui plus est. Napoléon Bonaparte, premier consul de France. Ils veulent verser mon sang, mais mon sang vaut bien le leur. Et ils m'obligent ainsi à leur rendre la terreur qu'ils me font subir. Je dois faire taire ces gens-là à jamais. Les 17 et 18 mars, le duc d'Enghien est transporté à Paris. Sa berline file vers la capitale, ne s'arrêtant que pour changer les chevaux. Et le premier consul, qui a tout prévu, a donné ordre qu'il voyage sous une identité d'emprunt. Citoyen Plessis. Marquise de Rohan-Rochefort, maîtresse du duc d'Enghien. Il ne rentra en France, pas même sous son propre nom. Lui, le descendant de 20 rois. Une partie de lui-même avait déjà cessé de vivre. Je combats le consul. Mais j'ai du respect pour le général. Le vainqueur des campagnes d'Italie, d'Égypte. Duc d'Enghien, royaliste et retraité de l'armée de Condé. Arrivé à Paris, je veux voir Bonaparte. Discutons entre militaires et ce malentendu sera résolu. Lui est absolument convaincu qu'on va le relâcher. Ou bien alors, dans les moments un petit peu plus durs, il se dit « mais je vais peut-être servir d'otage ». Florence de Baudius, historienne et auteure du livre « Le sang du prince ». Mais il ne pense pas une seconde qu'il va être fusillé. À Paris, c'est le donjon de Vincennes qui l'attend. Bonaparte a décidé d'en finir avec le soutien de Talleyrand. La justice oblige à punir rigoureusement, mais la politique oblige à punir sans exception. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Le duc d'Enghien doit donc être jugé et condamné. Car le peuple français est très attaché au régime consulaire. Et s'il apprend que Bonaparte est allé chercher un prince de sang royal pour le ramener à Paris et le laisser vivre, l'on pourrait se méprendre et croire que le premier consul veut, comme le fit en Angleterre le général Monk, contribuer à la restauration du pouvoir royal. L'enjeu est crucial. Il s'agit autant de conforter les révolutionnaires dans ma volonté de rompre définitivement avec les royalistes que d'indiquer à ces mêmes royalistes que tout espoir, désormais, est vain, noyé dans le sang des Bourbons. Le second consul Cambacérès a eu ces mots. Vous voulez donc creuser entre vous et les Bourbons un fossé de sang. Ce n'est pas l'expression que j'aurais employée. Mais oui, faire condamner le duc d'Enghien, c'était rompre définitivement avec la monarchie. Ayant tardé à écouter ses proches, ayant mésestimé la menace que représentait Bonaparte, le duc d'Enghien a d'une certaine manière favorisé son arrestation. Et sur la route qui le mène vers Paris, il pense toujours qu'il s'agit d'un malentendu et ne se doute pas du sort qui l'attend, et que dans quelques heures, son procès va s'ouvrir. Un procès pour le moins expéditif. « 20 mars au matin. Bonaparte, premier consul, a pris sa décision. Le duc d'Enghien va être, dans les heures qui suivent son arrivée à Vincennes, jugé sur place, dans la nuit même, par une commission militaire dont les jurés doivent être nommés par le gouverneur de Paris, le général Murat. Celui-ci est furieux d'avoir à assumer cette peu glorieuse mission. Parce que Murat, en tant que gouverneur de Paris, doit nommer les jurés qui vont juger d'Enghien, et Murat refuse de le faire. Et Bonaparte se met en colère, Murat dit qu'il est malade, bon, il se couche, enfin bon. Ce sabreur de Murat a encore une fois fait la forte tête. Napoléon Bonaparte, premier consul de France. Même s'il sait très bien qu'il finit toujours par plier devant ma volonté. Et puis, un peu d'or le rend toujours très coopératif. Il a donc nommé les 8 juges et il nous faut maintenant terminer cette affaire dans la nuit.
c'est Savary qui va faire activer les choses. Savary est le chef de la police secrète, et c'est lui qui est à Vincennes. Il me faut maintenant m'assurer que les juges fassent bien leur devoir. La Révolution est présente, là, dans ce tribunal qui est un tribunal d'exception. Jean-Paul Berthaud, historien et auteur du livre « Le duc d'Enghien ». Qui juge, selon la loi, les émigrés pris les armes à la main, mais sur le sol français. Or, c'est pas le cas du duc d'Enghien. Tribunal révolutionnaire peuplé de révolutionnaires. Et notamment l'un d'entre eux, Hulin, le vétéran des gardes françaises, qui a braqué le canon sur la Bastille pour la prendre. C'est véritablement la Révolution qui est là pour juger un contre-révolutionnaire. Donc, le général Hulin et les 7 autres juges se rendent à Vincennes en ordre dispersé, sans connaître l'identité de celui qui doit comparaître devant eux. Au même moment, à 17h30, la chaise de poste transportant le duc d'Enghien franchit les portes du château. Peu de temps après, c'est au tour de Savary de faire son entrée à la tête d'une véritable armée. J'ai pris possession du château avec près de 2000 hommes. Savary, chef de la police secrète du premier consul. Ils montent la garde, à l'intérieur et autour de la forteresse. Peu après minuit, le duc est interrogé par le rapporteur d'Autancourt, qui suit précisément un questionnaire rédigé par Bonaparte. Parce que la plupart ne savent même pas exactement qu'est-ce qu'on leur lui reproche. Il n'est pas pris les armes à la main. Il a certes combattu la République française. Il ne s'en cache pas. Tout était décidé d'avance. L'interrogatoire fut une parodie d'interrogatoire. Le duc d'Enghien a reconnu avoir porté les armes contre la République, avoir été prêt à se mettre au service de l'Angleterre. Mais il a nié faire partie d'un quelconque complot visant à assassiner le premier consul. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de pièce à charge, il n'y a pas de pièce à décharge. Enfin, ça se passe dans la nuit, enfin, c'est vraiment... L'interrogatoire achevé, la commission se réunit. Savary, sans aucune justification juridique, y assiste. Je suis ici pour représenter le premier consul. Et tout se fait normalement. Oui, un débat a eu lieu avec certains juges qui ont demandé la communication des pièces à charge et à décharge et que l'on réunisse les témoins. Et c'est vrai, il n'y a rien de tout cela. Mais il y a le procès-verbal de l'interrogatoire qui vient d'avoir lieu et qu'ils peuvent consulter. C'est déjà pas mal. J'insiste, pour être reçu par Bonaparte. Devant les faux fuyants que l'on m'oppose, j'ai rédigé une lettre afin qu'elle lui soit transmise le plus rapidement possible. J'ai indiqué au juge qu'une telle démarche déplairait sans nul doute au premier consul. Ils n'ont pas insisté. Oui, mais la commission, dirigée par le général Hulin, a tout de même interrogé le duc d'Enghien. Comment s'est-il donc défendu? Le duc a répondu avec calme aux 2 premières questions de ses juges. Avez-vous porté les armes contre la République? Réponse: oui. Êtes-vous à la solde de l'Angleterre? Réponse: oui. Ces paroles, ces aveux ont eu l'effet d'une provocation pour des hommes ayant tous offert leur vie au service de la patrie en danger. Tous détestant l'Angleterre et ses viles manœuvres. Tous soldats de la Révolution. Eux, qui avaient tous fait des campagnes, qui étaient tous des militaires, étaient assez choqués de ça. Mais en même temps, ils n'auraient pas eu la force, la carrure de dire, de prononcer la condamnation à mort. Malgré leur parcours révolutionnaire et patriote, ces juges ont hésité. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Pour eux, le chef d'accusation de complot contre Bonaparte n'était pas avéré. Il faut reconnaître que ces militaires n'ont pas l'âme politique. Ils sont très embarrassés, finalement, ces juges. Mais ils savent très bien, car Savary est derrière eux, et qui les pressent en quelque sorte, et qui vont les presser tellement, bon, que finalement... Il est 2h du matin. Le duc est épuisé d'avoir été réveillé plusieurs fois dans la nuit. Je viens de signer le procès-verbal compte rendu de mon interrogatoire, recueilli par ces juges qui sont plus militaires que juges et qui paraissent bien désorientés dans cette mission qui leur a été assignée. Je me demande toujours ce que je fais ici.
Il n'est fait nulle part mention de cette affaire Cadoudal, dont, si j'ai bien compris, on veut me faire porter la responsabilité, voulant faire de moi le commanditaire d'un assassinat. Le Conseil a délibéré à huis clos. Savary, chef de la police secrète du premier consul. Le duc d'Enghien a été déclaré coupable, à l'unanimité. Les juges ignoraient la loi qu'ils utilisaient. On leur a forcé la main. Marquise de Rohan-Rochefort, maîtresse du duc d'Enghien. Rédigé à la hâte, le texte n'était même pas signé comme il l'aurait dû par le greffier. Il est convaincu de trahison. La France est en guerre contre l'Angleterre et lui a offert ses services à l'Angleterre. Vu de ce côté-là, ça n'est pas si faux. Ce qui est choquant, c'est cette rapidité avec laquelle il a été jugé et avec laquelle il a été exécuté. Le duc d'Enghien n'a qu'une requête. Il veut parler à Bonaparte. Hulin accepte d'écrire un mot au premier consul afin qu'il statue sur cette demande. Savary lui arrache la plume des mains. La mission du général Hulin est terminée. Le reste me regarde. Le reste, c'est l'exécution. L'on réveille une nouvelle et dernière fois le jeune prince. Donc Harel vient réveiller le duc d'Enghien et dit « Monseigneur, c'est l'heure. Il faut vous armer de courage. » Et alors le duc d'Enghien dit « Mais que se passe-t-il? Suivez-moi. » et bon. On a conduit le condamné sur l'esplanade du donjon. Du pavillon des officiers, le duc a emprunté l'escalier de la tour du diable, qui mène au fossé du château. Et enfin, il a compris au moment où il est amené dans les douves de Vincennes, que sa dernière heure est arrivée. Le duc d'Enghien parcourt dans la boue le long chemin qui l'amène de la tour des Salves à la tour de la Reine. Celle-ci contournée, il découvre le peloton d'exécution. Il s'arrête sans le voir devant le trou qui lui est destiné. Quand il voit les gendarmes, il se dit « Merci, Dieu merci, je mourrai de la mort du soldat. » Sur l'esplanade, mes hommes montaient la garde. D'autres encerclaient le peloton. Le prince qui était debout a demandé une nouvelle fois qu'il lui fût permis de voir Bonaparte et de lui parler. Refus. Qu'il lui fût au moins permis d'écrire au premier consul. Nouveau refus. Le duc a alors exprimé son désir qu'on lui accordât un ecclésiastique pour les derniers instants. Troisième refus. On m'a dit que Savary s'est même écrié « Pas de capucinade ». On n'eut aucune commisération à son endroit. Le duc d'Enghien demande des ciseaux afin de se couper une mèche de cheveux, puis retire un anneau à son doigt et, enveloppant les objets dans une lettre qu'il a écrite quelques minutes plus tôt, il confie le tout au lieutenant Noiraud et lui demande « Me ferez-vous la grâce, monsieur, de remettre ceci à la princesse de Rohan-Rochefort ?» Le lieutenant promet et recule. Puis, le duc demande d'une voix forte et qui ne tremble pas « Eh bien, messieurs, que l'on m'indique ma dernière place de bataille. » On s'apprête à lui bander les yeux. Le prince refuse. « Monsieur, j'ai vu la mort de plus près sans être intimidé. » On lui demande alors de se mettre à genoux. Un Condé ne fléchit le genou que devant Dieu. Il demande à commander le feu lui-même, mais cela aussi lui est refusé. Combien il est affreux de périr de la main des Français. Savary s'impatiente. Oui, c'en était trop de théâtre et de simagrée. J'ai ordonné le feu. Le duc a juste le temps de s'écrier, la tête haute et le regard fier. Visez au cœur, messieurs! Les 7 fusils crachent en même temps leur feu mortel. Le prince s'effondre, mort, le corps criblé de balles, la figure méconnaissable. Aussitôt, il est jeté, tout habillé, dans la fosse préparée à son intention. Alors qu'au même moment, chez la duchesse de Luynes, parmi une brillante société, Talleyrand, qui joue aux cartes, tire soudain sa montre et s'exclame « Le dernier des Condés a cessé de vivre. » Je n'ai appris que le 3 avril la nouvelle de la mort du prince. Sans doute, si j'ai si longtemps survécu à mon grand amour, c'est assurément que la douleur ne tue pas.
est-ce que la raison d'État qui est invoquée par Napoléon Bonaparte, et que l'on comprend effectivement si on se met de son point de vue, justifie véritablement ce crime? Un crime? Non. Car en politique, une mort qui doit donner du repos à une nation n'est plus un crime, mais une nécessité. Napoléon Bonaparte, premier consul de France. Après tout, le duc d'Enghien voulait apporter le trouble en France et tuer la Révolution et la République dans ma personne, et servait ainsi les intérêts anglais. J'ai donc versé le sang. J'en répandrai peut-être encore, mais sans colère. Et tout simplement parce que la saignée entre dans les combinaisons de la médecine politique. Tout a été immédiatement arrêté, il n'y a plus eu un seul attentat. Pour la plupart des Français, qui tenaient absolument quand même à la liberté des individus et de la propriété, et notamment des biens nationaux, qu'ils ne veulent pas, naturellement, qu'ils veulent garder, conserver. Pour eux, ce qui compte, c'est que la Révolution soit sauvée. Je suis le fils de la Révolution, c'est vrai. Mais j'ai besoin que ceux qui l'ont faite aient des garanties sur ma détermination à conserver les acquis. Comment, sans cela, le Sénat, ce ramassis des anciennes assemblées républicaines, aurait-il accepté de me donner le consulat à vie? Et bientôt davantage. Louis-Antoine de Bourbon-Condé, duc d'Enghien, meurt donc le 21 mars 1804. Il n'a jamais fait partie du complot de Cadoudal, destiné à faire enlever et assassiner le premier consul. Si Bonaparte a décidé de cette exécution, c'est pour des raisons politiques, tant intérieures qu'extérieures, bien précises. Rien n'a pu lui faire changer d'avis, une fois que les deux compères, Fouché et Talleyrand, pour des intérêts en partie personnels, avaient distillé dans l'esprit du jeune Corse le nom du duc d'Enghien. Le nom du duc d'Enghien, le sang des Bourbons et la perspective de fonder une nouvelle dynastie. Dans la marche à l'Empire, ça lui rend service. Il ne tue pas le roi de France, mais il tue dans le duc d'Enghien, quand même, un homme qui était parmi ceux qui pouvaient prendre la couronne de France. On ne pourra pas dire que j'eusse fait l'économie du sang des Bourbons. La route est maintenant ouverte à une nouvelle dynastie. L'Empire est à portée de main. Charlotte de Rans-Rochefort ne se maria jamais et vécut jusqu'à la fin de sa vie, en 1841, dans le souvenir du duc d'Enghien. Le 2 décembre 1804, moins d'un an après la mort d'Enghien, Bonaparte est sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier. À la Restauration, en 1814, Talleyrand fait disparaître tous les documents se rapportant à l'affaire du duc d'Enghien et nie avoir pris part à cette exécution pour se mettre au service de Louis XVIII. Quant à Savary, on l'accusa d'avoir tout fait pour que l'exécution eût lieu. L'apprenant, Napoléon, au seuil de la mort, le blanchit en endossant la pleine responsabilité de la mort du duc d'Enghien. Était-ce un crime? En fait, ce qu'a fait Bonaparte au plus jeune des Bourbons, c'est bien ce que les Bourbons de Londres, et avec l'argent anglais, voulaient eux-mêmes faire au premier consul, représentant du peuple français, l'enlever et l'assassiner. Et l'on ne peut évoquer l'exécution du duc d'Enghien sans la rapprocher de celle du roi Louis XVI. Dans les deux cas, c'est le sang des Bourbons qui coule, et dans les deux cas, leurs morts sont des actes fondateurs, l'un pour l'avènement de la République, l'autre pour l'avènement de l'Empire. À seulement 11 ans d'écart, ce sont des symboles qu'on exécute. Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire du duc d'Enghien est un podcast coproduit par Ingem Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Ingem Productions et Synapas Télévision, avec la participation de toute l'histoire. Imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Clément Rouault dans le rôle du duc d'Enghien, Jonathan Salmon dans le rôle de Bonaparte, Jacques Poiterier dans le rôle de Savary, Laurent Richard dans le rôle de Talleyrand et Emeline Bayard dans le rôle de Charlotte de Rohan.
historien Jean-Paul Berthaud et Florence de Baudus. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.